et audition publique sur le projet de loi numéro 37. Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec. Alors, cet après-midi, nous entendrons les organismes suivants: la Fédération des commissions scolaires du Québec, le Bureau de coopération interuniversitaire, ainsi que Collecto. Toutefois, comme les affaires courantes ont pris un peu plus de temps que prévu, nous avions beaucoup de votes à faire, nous débutons nos travaux légèrement tard, d'environ 15 minutes. Y aurait-il consentement pour que nous puissions conséquemment finir à peu près autour de 18 heures? Consentement. Je vous remercie beaucoup. Alors, je souhaite immédiatement la bienvenue à nos collègues de la Fédération. Madame, Messieurs, bienvenue. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter? Et vous savez que vous disposez d'une période de 10 minutes. À vous la parole. À la dernière pratique, ça fait 14 minutes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je suis Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, mais aussi président de la Commission scolaire des découvreurs. Je suis accompagné par le président de l'Association des directeurs généraux du Québec et, pas président, et directeur général le président de la DIGEX et directeur général de la Commission scolaire des Chênes, président de la DIGEX, de Mme Louise Lortie, qui est présidente de la Commission scolaire de Laval, mais aussi vice-présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et nous accompagne également M. Louis Bellemare, qui est conseiller en financement et en transport scolaire pour la Fédération des commissions scolaires du Québec. Donc, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur le projet de loi 37, qui aurait des incidences importantes sur l'autonomie et la marge de manœuvre des décideurs locaux de notre réseau public d'éducation. Nous nous concentrerons aujourd'hui principalement sur le projet du Centre d'acquisition gouvernementale. Le réseau public d'éducation comporte 72 commissions scolaires au portrait très diversifié. Plusieurs aspects peuvent différer grandement: le nombre des écoles, par exemple, des élèves, des employés, la superficie des territoires, les distances à parcourir, la diversité des élèves, aussi le milieu socio-économique, et j'en passe. Les commissions scolaires participent au développement social, culturel et économique de leur territoire. Les achats réalisés auprès de fournisseurs locaux contribuent à ce développement. Nous participons déjà à plusieurs groupes d'achat de biens ou de services. Sur le plan national, il y a le regroupement Collecto et les regroupements d'achat de l'école, par exemple. Les célèbres berlingots, dont la Fédération est maître d'œuvre, permettent annuellement de distribuer des berlingots aux élèves dans les écoles du Québec, permettant des économies de près d'1 million de dollars l'an dernier, incluant le partenariat avec les producteurs de lait du Québec. 5 autres groupements régionaux d'achat en éducation existent également, touchant la grande majorité des régions du Québec: Montréal, Laval, Laurentides-la-Naudière, Montérégie-Estrie, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Sherbrooke. D'autres types de regroupements existent et sont à l'initiative de nos membres. La totalité des commissions scolaires font des achats regroupés et veulent continuer à en faire. Selon nos estimations, la valeur totale de leur achat s'élevait à près de 90 millions de dollars en 2015-2016. Ces chiffres sont en constante progression. La façon de faire actuellement obtient des résultats bénéfiques. Ces avantages sont clairs. Elle permet de l'économie, une meilleure réponse aux besoins particuliers de chaque territoire et une gestion efficace des ressources. La centralisation induite par le projet de loi nous inquiète grandement. Elle va à l'encontre du principe même de subsidiarité, selon lequel les pouvoirs et responsabilités sont exercés par l'entité compétente la plus proche des gens directement concernés, soit les élèves, les parents, les citoyennes et les citoyens. La notion de subsidiarité, inscrite dans la loi sur l'instruction publique, s'applique aux ressources financières, humaines et matérielles. Les effets du projet de loi 37, tout comme ceux du projet de loi 40, par ailleurs, vont à l'encontre de ce principe. Notre réseau public d'éducation a tout à gagner à sauvegarder les pouvoirs et responsabilités entre les mains des élus locaux, afin de s'assurer non seulement la répartition équitable des ressources, mais d'avoir un réseau branché sur son milieu et sur les besoins des élèves.
jeunes et adultes. Au fil des ans, des expériences d'achat nous ont démontré le manque de flexibilité des appels d'offres nationaux. Par exemple, un appel d'offres du Centre de services partagés pour l'achat de cellulaires n'incluait pas le nombre de données requis pour les commissions scolaires ayant un très grand territoire. Ajoutons que le fournisseur choisi ne couvrait pas adéquatement les régions ou les municipalités éloignées. Un autre exemple, la livraison des tableaux interactifs a été mal faite il y a quelques années. Les TBI ont été livrés 3 mois avant la fin de l'année scolaire, dans un moment inopportun pour s'assurer de la meilleure implantation possible. Il est du rôle du Centre d'acquisition gouvernementale de garantir la qualité des services particuliers et spécifiques à chaque organisme. Or, l'article 13 du projet de loi 37 l'exonère de toute responsabilité pour tout préjudice résultant de son intervention. Pour nous, le Centre d'acquisition gouvernementale doit être imputable au même titre que tout autre organisme ou regroupement d'achat. Nous voudrions également faire une mise en garde importante. L'obligation de publier les contrats à partir d'un montant de 10 000 $ plutôt que le seuil actuel de 25 000 entraînera inévitablement une lourdeur administrative pour les commissions scolaires. Cette mesure de contrôle nous semble inutile, en plus d'entraîner des coûts additionnels. À titre d'exemple, la commission scolaire des premières seigneuries nous a indiqué voir le nombre de contrats devant être publiés de passer de 195 à environ 600 contrats à traiter. J'aimerais également vous parler des conséquences probables sur l'économie des régions. La centralisation des achats limitera les contrats gouvernementaux à quelques fournisseurs, étant donné le grand volume de biens à acheter. Les fournisseurs locaux et régionaux verront inévitablement leur accès au marché réduit. Cela donnera un dur coup au développement économique local, en plus d'être en contradiction avec la loi sur les contrats des organismes publics. En effet, l'article 14 de cette loi prévoit qu'un organisme doit évaluer la possibilité d'instaurer des mesures favorisant l'acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de fournisseurs de la région concernée. Votre projet va à l'encontre de cette réalité. Pour toutes ces raisons, soit la perte d'autonomie des commissions scolaires occasionnée par la centralisation, l'incompatibilité entre des achats centralisés et les besoins locaux, les expériences passées, les conséquences sur le développement socio-économique local et régional, nous recommandons premièrement que les commissions scolaires ne soient pas assujetties obligatoirement au projet de loi 37. Nous recommandons également de réaliser une analyse exhaustive des coûts et bénéfices liés aux activités du Centre d'acquisition gouvernementale dans le réseau de l'éducation, tout en considérant les impacts sur l'économie locale des milieux et sur les services aux élèves. Si la recommandation 1 n'est pas retenue, nous proposons au gouvernement de tenir une consultation du réseau de l'éducation afin de cibler les biens et services pour lesquels les commissions scolaires pourraient recourir au Centre d'acquisition gouvernementale. Nous recommandons également, si la recommandation 1 n'est pas retenue, de permettre aux commissions scolaires de contracter avec un fournisseur local ou régional avant de recourir au Centre d'acquisition gouvernementale. En conclusion, Monsieur le Président, permettez-nous de douter de l'avantage économique de ce projet de loi. Il aura des conséquences sur l'autonomie et l'efficacité des acteurs du milieu de l'éducation, sur l'économie des milieux locaux et régionaux et sur les services de proximité offerts à nos élèves. Nous le réitérons, l'occupation de notre territoire et la vitalité de nos localités doivent faire partie des priorités de l'État. Les commissions scolaires font déjà de nombreux achats regroupés. Elles veulent continuer à le faire à leur façon pour répondre aux besoins de leurs élèves et continuer de contribuer au développement de leur coin de pays. Laissons le choix aux commissions scolaires de faire des achats avec le Centre d'acquisition gouvernementale si cela est bénéfique pour elles. Je vous remercie de nous avoir écoutés et bien sûr, nous répondrons le mieux possible aux questions que vous aurez pour nous. Merci. Merci à vous, monsieur. Alors, monsieur le ministre, à vous la parole pour une période de 16 minutes.
Alors, merci, M. le Président. Et premièrement, j'aimerais vous remercier de votre présence aujourd'hui, même si je ne suis pas toujours en accord avec vos commentaires. Je pense que c'est ça, d'être à l'écoute des gens, puis d'être capable d'obtenir votre opinion pour nous permettre, lorsqu'on passera à l'étude détaillée, puis aux articles par article. Alors donc, je pense que même si on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, on peut au moins s'entendre et en parler. Je l'ai mentionné à certains d'autres participants ce matin, plus particulièrement. Je suis content de vous entendre lorsque vous suggérez de la consultation, mais j'aimerais vous dire en même temps que j'ai été surpris que vous ne participiez pas à nos tables de consultation. Alors, j'ai un peu de difficulté à voir comment vous voulez qu'on vous consulte si vous n'êtes pas d'accord à venir participer à nos tables de consultation. Mais je pense qu'il vous reste encore un petit peu de temps au cours des prochains mois avant la mise en application du projet de loi lorsqu'il sera décidé. Puis je pense que je vous suggérerais que, pour les bonnes raisons que vous me dites que de la consultation, c'est important, je pense que c'est exactement ce qu'on a fait avec nos équipes. Puis je vous inviterai à venir participer à nos tables de consultation pour avoir la chance de vous entendre. Mon deuxième point, après avoir écouté plusieurs des participants, c'est quand même plusieurs groupes qui sont venus présenter, j'aimerais vous faire remarquer, puis je le dis avec beaucoup de distance, mais qu'il y a quand même une différence très importante entre le réseau de la santé et de l'éducation dans l'ouverture et l'approche par rapport aux meilleures pratiques. On peut bien dire qu'il y a des différences entre la santé et l'éducation, mais ça reste quand même des réseaux qui ont des besoins, des réseaux qui agissent en région, des réseaux qui veulent acheter auprès des PME. Alors donc, je pense que vous remarquez aussi, en écoutant les autres présentations de gens qui ont avancé, je dirais, beaucoup sur les meilleures pratiques en regroupement d'achat, qu'on sera d'accord assez rapidement que le réseau de l'éducation, sur ce fait-là, est en retard par rapport au réseau de la santé. Et j'aimerais vous faire remarquer très humblement que les meilleures pratiques qui peuvent découler d'un regroupement sont tout à fait disponibles pour vous et c'est probablement notre principal objectif d'aller chercher ces meilleures pratiques-là dans le regroupement qui est proposé. Par contre, lorsque vous parlez de centralisation, j'aimerais que vous aussi preniez note que la centralisation dont vous parlez, ce n'est pas du tout l'objectif du projet de loi. Le projet de loi a un objectif principal, c'est d'aller chercher des économies tout en respectant la façon dont on achète présentement. C'est-à-dire que la définition des besoins, des produits que l'on déciderait de recouper, parce qu'il n'y a pas une obligation totale d'acheter la totalité, je me répète, là, il n'y a pas une obligation d'acheter la totalité des produits. C'est seulement sur ceux qu'on va s'entendre qu'il y a une valeur de faire des regroupements, que là, la définition des besoins va continuer de se faire par les différents intervenants. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il y aura eu un consensus sur ces besoins-là, que là, nos experts en achat, qui viendront notamment des équipes qui viennent en place, parce que, encore une fois, vous me parlez de passer par Collecto. Bien, Collecto, les 12 personnes qui travaillent pour Collecto aujourd'hui vont faire partie du groupement d'achat. Donc, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de centralisation. Il va y avoir seulement une expertise qui va avoir été accumulée dans un groupe qui va avoir maintenant une masse critique plus grande. La dernière précision que je ferai sur votre commentaire, c'est lorsque vous me parlez, puis j'aimerais ça vous entendre spécifiquement là-dessus, lorsque vous me parlez que, puis je pense que c'est à peu près ça les chiffres, là, que les commissions scolaires font des achats pour 1,5 milliard à peu près d'achats de biens et services. Vous me dites qu'il y en a combien qui passent par Collecto sur ce montant-là? Là, je laisserai l'expert en financement. Là. Les derniers chiffres qu'on avait, nous, c'était pas 1,5 milliard de biens et services d'achat. Là. Combien? Pour aux alentours, un petit peu plus que 650 millions. Bon, alors... Okay. Par ailleurs, sur les montants de 88 millions, il y en aurait aux alentours, mais ça, c'est les ventes Collecto
qui peuvent mieux nous répondre que nous. Nous, on avait un estimé à 44 millions. Pourquoi je vous dis ça, que c'est intéressant là, de voir les chiffres différents qui viennent de chacun des groupes? C'est que dans le fond, je pense qu'il n'y a personne qui le sait. Ce que je vous dis, c'est que, basé sur les recherches qu'on a faites jusqu'à maintenant, autant du côté de la santé, il y a des systèmes d'information qui permettent de savoir non seulement d'avoir l'information sur qui achète quoi, puis une fois que l'argent, une fois qu'on sait, on veut s'assurer, puis les gens de la GASEC, par exemple, nous ont bien indiqué qu'ils voulaient être capables de non seulement d'avoir des meilleurs systèmes, même s'ils pensent que déjà ils ont des très bons systèmes, ils veulent les pousser encore plus loin. Moi, à moins que vous me disiez le contraire, mais ce matin, je n'ai pas senti ça, notamment de la Fédération des cégeps, puis on aura la chance de poser la question à Collecto dans les prochaines heures. Mais je pense que les systèmes en ce moment que vous avez sont probablement pas optimales, là, je vais rester poli, qui nous permettraient d'avoir cette discussion-là de façon organisée, de dire il y a combien aujourd'hui d'achats regroupés que vous faites par l'intermédiaire probablement de Collecto. Est-ce que c'est 10 Est-ce que c'est 15 Est-ce que c'est 20 Et quelles sont les économies que vous faites sur ce genre d'achat-là? Malheureusement, puis c'est pas votre faute personnelle, mais je pense que les systèmes comme tels n'ont pas été une priorité pour avoir l'information nécessaire. Et le regroupement, un des avantages des regroupements va permettre d'avoir accès à des systèmes d'acquisition qui permettent non seulement de savoir combien on achète, dans quelle région, quels sont les coûts, mais d'être capable de faire le suivi avec vos organisations respectives dans les régions. Alors, je fais juste vous dire que quand on aura la chance d'en discuter, puis c'est pour ça que je vous invite à nos tables de concertation, c'est que les meilleures pratiques que le regroupement pourrait permettre, qui ont été vécues, par exemple, dans les groupements de santé, je vous inviterai à pouvoir en discuter ouvertement parce que je pense que vous allez voir que le retard qui est pris du côté de l'éducation en achat regroupé peut être rattrapé assez rapidement en participant à l'effort que l'on fait aujourd'hui. Alors, je vous laisse commenter là-dessus. Je ne peux demander à mes collègues de compléter, mais je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture. Puis je pense que les gens de la GASEC l'ont démontré clairement la semaine dernière qu'autant ils étaient contre au début, puis lorsqu'ils ont commencé à travailler avec une équipe regroupée, ils se sont rendus compte rapidement des avantages, puis maintenant, ils ne voudraient pas revenir en arrière. Alors, je sais que des fois, la gestion du changement, c'est pas toujours facile, mais je vous inviterai à avoir cette ouverture-là au cours des prochaines semaines, parce que je pense que tout le monde peut y gagner de le faire comme ça. Alors, je vous laisse commenter au besoin. Deux commentaires. Le premier, puis en tout respect, bien sûr, là, d'accord? Et loin de moi l'idée d'être impoli, mais on n'a pas été invité aux tables de concertation. La Fédération des commissions scolaires du Québec, à la dernière réunion sur le projet de loi 37, l'absent, c'était nous. Pas parce qu'on ne voulait pas y aller, parce qu'on n'a pas reçu l'invitation. Donc ça, c'est la première chose, d'accord? L'autre chose, le parallèle que vous faites avec le milieu de la santé, le réseau scolaire du Québec, là, c'est... on ne connaît jamais le chiffre au complet, mais c'est entre 2500 et 3000 écoles. Le réseau de la santé, je pense, c'est 110 établissements. Donc, vous voyez qu'il y a, bien sûr, une énorme distinction. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une école versus un hôpital dans une grande région? Là, il y a une très grande marge de manœuvre. Ce qu'on essaie de dire à travers notre mémoire, c'est certainement pas un manque d'ouverture à améliorer nos pratiques. Mais c'est l'obligation de travailler avec le CAG plutôt que de laisser le CAG faire ses preuves, puis d'inviter les commissions scolaires par voie de performance, à dire, coudonc, il y a quelque chose à gagner là, je pense qu'on va y aller. Mais notre souci premier, c'est de s'assurer qu'on est capable, le plus efficacement possible, de rendre service à nos élèves, à nos parents et à toutes les personnes qui convergent autour d'une école, d'une commission scolaire et d'un réseau scolaire. Alors, donc, c'est dans ce sens-là qu'on a, disons, une ouverture à ce que ça existe, mais, disons, un frein à ce qu'on soit obligé d'y participer tant qu'on n'a pas vu qu'il y avait pour le réseau scolaire un gain à la fois en efficacité puis en rentabilité. Je ferai 2 commentaires, là, parce que je viens de parler à ma voisine ici. Plusieurs commissions scolaires ont été invitées, puis je pense que, je ne sais pas de qui venait l'ordre, mais tous ont été retirés des tables de concertation. Alors, on vérifiera qui a retiré qui, là, mais je pense que plusieurs commissions scolaires avaient été invitées à participer. Deuxièmement, sur votre théorie des nombres,
à savoir s'il y a 110 établissements de la santé versus 3000 établissements dans différentes commissions scolaires, je vous dirais raison de plus pour avoir de l'information de qualité. Parce que lorsque vous êtes capable de regrouper de l'information sur 110 établissements qui ont tel pouvoir d'achat, c'est une chose. Mais être capable d'avoir de l'information de qualité dans 3000 établissements, bien, moi, ce que j'ai vu plusieurs organisations qui sont capables d'avoir cette information-là. Puis en ce moment, vous n'avez pas ces systèmes-là. Et ces systèmes-là, ils sont disponibles maintenant. Et dans un contexte de transformation numérique que l'on fait, je pense qu'il y aura tout avantage à votre organisation, aux commissions scolaires, à avoir accès à cette information-là. Alors donc, je vous dirais que la question du nombre d'écoles, pour moi, c'est justement une raison contraire de pouvoir avoir accès à des systèmes d'information qui donneraient accès à ce pouvoir d'achat-là que vous avez. Puis malheureusement, quand je regarde les données que l'on a, qui sont peut-être imparfaites, vous avez environ 15 % de vos achats qui passent par les achats regroupés. Et pour moi, le chiffre magique est beaucoup plus important que ça. Alors, je vous dirais qu'il y a tellement de potentiel que ça me fera plaisir d'en discuter plus à fond. Mais ça sera avec vous aussi de voir la participation que vous voulez donner à ce processus de consultation-là. Président. En tout cas, oui, allez-y, M. Maltais. Peut-être juste reprendre l'essentiel de notre message. Évidemment, on n'est pas contre le centre d'acquisition gouvernementale, puis pas contre les intentions du ministre d'aller voir, d'avoir plus d'informations pour prendre les bonnes décisions. À la table, plusieurs personnels, nous, des commissions scolaires, ont participé quand même. Il y a eu des acteurs qui ont été impliqués à l'intérieur des travaux que vous avez effectués, mais tout ce qu'on en a ressorti, c'est l'autonomie, la flexibilité. Puis attention avant d'aller dans des obligations, parce que le dossier, vous savez, au Conseil du Trésor, on parle souvent de dossier d'opportunité, dossier d'affaires. Donc, on a besoin d'avoir de chiffres puis de l'analyse pour aller plus loin là-dedans. Fait que c'est là-dessus notre inquiétude. On n'est pas contre le changement. Je pense qu'on a démontré dans les dernières années qu'il peut y avoir un gain à certains regroupements, mais pas à tout prix. Et lorsqu'on prend la santé puis l'éducation, dans le fond, je comprends que cette flexibilité-là, si elle est installée dans le milieu de l'éducation, on va être capable de s'assurer que les élèves aient au bon moment les choses nécessaires. Exemple, si on a besoin de pupitres, bien, on en a besoin en début d'année. On ne peut pas les avoir au mois de novembre si on en a besoin pour que les élèves puissent travailler. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Donc, pas contre le projet de loi, mais retenir qu'au niveau de la flexibilité, l'autonomie, c'est là qu'on a un besoin qui est, selon nous, c'est là que sont nos inquiétudes. Laissez-moi vous poser peut-être une question de principe, parce que quand j'écoutais les gens du GASEC la semaine dernière qui ont vécu justement ce genre de recoupement-là, je vous demandais aujourd'hui, par rapport aux achats regroupés que vous faites aujourd'hui, aux économies qui sont générées par le système de collecto, entre autres, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux que présentement? En fait, je serais bien mal placé pour vous dire qu'on ne peut pas s'améliorer. Ça, c'est clair. Ce qui est surtout important dans notre démarche, c'est que les gens, quand ils embarquent dans un achat regroupé, ils ont fait une analyse, puis on dit ici, je pense qu'on a un gain d'efficience, mais à la fois sur le plan du dollar investi, mais aussi sur l'impact social et économique que ça peut avoir dans la région. Et c'est souvent ce qui peut, je dirais, amener quelqu'un à dire j'embarque ou j'embarque pas dans un achat regroupé. Peut-être un autre exemple aussi de la limite de... Juste pour... Je vous invite à écouter la présentation de GASEC la semaine dernière. Ça vous prendrait peut-être une quarantaine de minutes et d'écouter l'ouverture d'esprit que ces gens-là ont eue il y a quelques années et de tous les bénéfices. Alors, il y avait peut-être une crainte, là, les mêmes craintes que vous soulevez aujourd'hui. Je vous inviterai à écouter la présentation qu'ils ont faite la semaine dernière. On va s'en faire un devoir. J'allais dire que pour les assurances, par exemple, dans une région, il y a une commission scolaire qui avait contracté les assurances, puis il y a une autre commission scolaire qui a décidé de voir s'ils ne pouvaient pas se joindre à eux. Ils ont vu que la jonction des deux commissions scolaires a fait baisser le prix de l'assurance. Mais voyant ça, deux autres commissions scolaires ont dit, est-ce qu'on peut se joindre à vous? Et là, le fait de faire joindre les deux autres commissions scolaires faisait monter le prix de l'assurance. Et donc, vous voyez que, dépendamment de la réalité locale, de la sensibilité à la réalité de chacune des commissions scolaires, ben le regroupement d'achats lié à cet enjeu des assurances, ben avait un impact différent selon qu'il y était 2 commissions scolaires ou 4 commissions scolaires. Voilà. Je vais passer la parole à mes collègues, mais
Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous rassurer de ce qu'on veut faire pour le bien de vos écoles, de vos étudiants, puis d'être capable d'avoir accès aux meilleures pratiques. C'est ça qu'on vous offre. Et je pense que ces meilleures pratiques-là vont être beaucoup plus faciles dans un environnement que l'on vous propose, puis ça me fera plaisir de pouvoir continuer à en parler dans les prochains mois. Monsieur Vanier, il vous reste à peine 35 secondes. Le 20 septembre dernier, vous avez parlé un peu de manière critique du CSPQ. Le but du projet de loi, il n'est pas de créer un CSPQ 2. Mais j'aimerais ça que vous élaboriez un peu là-dessus. Vous parlez du CSPQ le 20 septembre? Dans un communiqué de presse. Bien, en fait, quand on regarde le CSPQ, Généralement. Là. oui, puis on regarde un peu les éléments liés, par exemple, au tableau périodique. Hein, ça n'est pas périodique. Ça, c'est l'expérience de mon père chimiste. Mais les TBI, par exemple, ben, ça a eu des ratés. C'est pour ça qu'on essaie de dire que c'est pas nécessairement le fait d'avoir des achats regroupés dans un seul centre pour une seule. Ben, c'est pas nécessairement garant d'un succès d'efficacité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député de Lapinière, votre groupe parlementaire dispose de 10 minutes 40 secondes. Oui, merci. Alors, M. Fortier, Mme Lortie, M. Maltais, M. Bellemare, merci d'être ici. Je prends la balle au bon avant de passer la parole à ma collègue députée de Westmount-Saint-Louis. Vous avez pris l'exemple qui m'interpelle, puis je vais vous interpeller. Je vais prendre votre exemple d'assurance où le prix a baissé à la 2e commission scolaire, a monté à la 3e et à la 4e. Et qui vous dit qu'à la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, ça n'aurait pas tout baissé? Bien, c'est là qu'on pense que ça prend une analyse fine. Et c'est là qu'on pense que cette idée d'un volontariat et d'une mobilisation des acteurs locaux peut être, à notre avis, garant d'un succès à la fois d'efficience, mais aussi de stimulation des économies locales. Peut-être, peut-être, si vous permettez, M. Hubert. Les deux commissions scolaires, la première étant celle que je représente, donc celle de Laval, on a, dans le fond, parti en appel pour les deux commissions scolaires ensemble. Donc, Seigneurie des Mille-Îles et Laval, c'est deux commissions scolaires qui sont à peu près de même taille. Et lorsque les commissions scolaires de la région nous ont demandé, donc ceux qui sont plus au nord de la Seigneurie des Mille-Îles, donc Rosemère et ainsi de suite, le fait que ça soit des commissions scolaires en région, le fait que ça soit des commissions scolaires aussi avec beaucoup moins d'élèves, faisant en sorte d'augmenter les prix. Et voilà cette explication-là. Est-ce que de se regrouper tous ensemble, toutes les commissions scolaires, viendrait à faire épargner de l'argent par rapport aux assurances? Je suis pas capable de vous le dire. Mais les différences par rapport aux régions, par rapport au nombre d'élèves, on le disait, au nombre historique, dans le fond, au nombre d'écoles, fait en sorte que dans le cas qu'on vous présente, là, ça coûtait beaucoup plus cher. Il n'y avait pas d'économie, dans le fond, de se regrouper plus que deux. Bon, moi, j'en fais un cas de figure simplement, là, mais dans le principe de mutualisation, dans le monde de l'assurance, le grand nombre, normalement, vient baisser le prix. Je ne veux pas en faire un débat. C'est juste que cette position-là, toutes les positions sont débattables, mais quelque part, à un moment donné, il faut l'essayer, c'est ce que je pense. Puis je comprends votre point de vue, là, quand même. Je vais passer, M. le Président, la parole à ma collègue de Volontiers. Madame, heureux de vous recevoir parmi nous, d'ailleurs. Bienvenue. J'ai suivi mon cœur, Monsieur le Président. Mon cœur est avec nous aujourd'hui. Alors, je suis contente d'être parmi vous, les collègues, et surtout les représentants de DGEX et la FEDE. Pour moi, c'est important de clarifier un peu parce que, de mon expérience, les achats regroupés existent déjà dans le réseau de l'éducation. On a des regroupements d'achats à la portée nationale. Quand on parle de collecto, oui, il y en est un, mais aussi on a les regroupements d'achats à l'école qui se fait par l'entremise de la Fédération. On a aussi les regroupements d'achats portée régionale. Le CG-TSCM, CARL, celui que je connais le plus parce que c'est dans la région de Lanaudière-Laurentides, et Laval, le CARME, le CNAR, le CRS. Alors, tout ça, ça existe déjà. Puis, dans mon expérience,
ce qui est bien de ce regroupement-là, c'est non seulement la standardisation, mais aussi parce qu'ils font des analyses, ils font des recherches, ils font toujours des recherches pour des nouveaux produits. C'est le contrôle de qualité et surtout des bonnes pratiques aussi pour clarifier. Je comprends qu'il y avait une consultation qui a lieu, mais ce que j'ai compris de Carl, c'est que le président qui siège, qui vient de la commission scolaire Rivière-du-Nord, il y avait une consultation qui s'est faite une fois, puis le dialogue était uniquement au sujet de la santé. Alors, il n'y avait aucun dialogue par rapport à l'éducation, entre autres. Je pense pour cette raison-là, les réseaux ne se sentent pas entendu. J'aimerais savoir un petit peu plus. Je sais que nous avons des préoccupations, puis on parle beaucoup de les économies. Croyez-vous que les économies qui sont proposées par le gouvernement de 300 millions de dollars anticipés, est-ce que c'est faisable? Pensez-vous qu'on peut réaliser ceci mieux peut-être que le réseau de l'éducation avec les regroupements d'achats actuels? C'est une bonne question. Enfin, on a... Au-delà des déclarations là, qui disaient qu'il y aurait des économies de 300 millions, on essaie, nous, de voir un peu comment ça peut se chiffrer, là, ce volume-là. On a un petit peu de misère à y devenir. C'est comme si on n'avait pas vu un peu comment ça se chiffre et ça se construit, cette économie-là. Nous, en tout cas, on voit pas nécessairement un automatisme entre regroupement et économie, notamment du moment qu'on s'éloigne un peu du centre, du moment qu'on a, je sais pas moi, un fournisseur qui est ici à Québec, qui doit alimenter, je sais pas moi, les îles de la Madeleine, par exemple, la Côte-Nord, l'Abitibi, la baie James, bref, et pour lequel ce fournisseur-là aurait pas d'antenne, et là, il faudrait sous-contracter, et il y aurait le transport, l'efficacité. Donc, vous voyez un peu comment, au-delà de la notion d'économie en argent, lorsqu'on regarde le service après-vente, lorsqu'on regarde la distribution, lorsqu'on regarde la sous-contraction, on a de la misère à voir qu'il y aurait effectivement une économie de cette ampleur-là. Peut-être que mes collègues veulent compléter, mais nous, en tout cas, ça nous inquiète énormément, et surtout que lorsqu'on réussit, nous, localement, à faire des économies, bien, les économies qu'on fait, on est convaincu que ça va se rendre directement à l'élève. Vous savez, la gestion des commissions scolaires, c'est environ centralisé, c'est 4 d'administration. Et donc, je ne sais pas comment coûtera l'administration d'un centre tel. Habituellement, on est, j'imagine, entre 12, 13, 14 c'est ce qui est. Donc, voyez-vous, déjà là, il y a une perte économique pour nous. En tout cas, est-ce qu'on aura à défrayer cette portion financière-là? C'est pour ça que nous, là, toute cette question-là des économies, on aimerait bien voir en quoi ces économies-là sont réelles, sont basées sur quelle affirmation, ce qui nous permettrait au moins d'en discuter plus clairement. M. Maltais? Peut-être ajouter, le principe du projet de loi 37, c'est de nous donner l'obligation de recourir à des achats regroupés. Vous comprendrez, M. Barrette, je complète un petit peu en lien avec les questions que vous avez posées. On n'est pas contre les achats regroupés, puis dans certains cas, c'est préférable, souvent. Les achats regroupés vont nous fournir des économies. Mais lorsqu'on est en région éloignée, on parle des délais de livraison, du transport, du temps, l'efficience, l'efficacité, c'est des thèmes qui reviennent, dont le service après-vente. Si j'ai un contrat de photocopieur pour lequel le service se ramasse à Toronto ou à Montréal, puis que je suis sur la Côte-Nord, puis j'ai besoin d'un technicien qui vienne voir la machine, qui sous-traite avec un autre, bien, vous comprendrez que ça rend l'opération un petit peu compliquée. Et cette économie-là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on va faire un bureau, un centre d'acquisition gouvernementale où il y aura des employés, où vous allez avoir de l'obligation, vous allez devoir passer obligatoirement par ces achats regroupés. Avec déclaré dans tout le système tous les achats entre 10 et 25 000, bien, il y a du temps de personne à quelque part. Fait que là, il faut se le dire, il y a des gens qui vont être engagés, il y a des gens qui vont gérer le tout. Lorsqu'on va faire des achats puis ça ne fonctionnera pas, il y aura sûrement une ligne 1-800. Puis la ligne 1-800, ce ne sera sûrement pas pour recueillir des bons commentaires. Donc, c'est dans ces inquiétudes-là. C'est pour ça qu'on se dit que si le Centre d'acquisition gouvernementale veut développer cette expertise-là, on y croit. On pense que c'est important aussi, puis ça peut aider le réseau, les achats regroupés. Bien, si on y va de manière autonome et flexible, en ayant un modèle d'affaires qui va nous prouver qu'il est efficace et qu'il rend des économies, que les données systémiques vont nous aider à faire les meilleurs choix, bien, c'est certain qu'on va embarquer. On est déjà partant. Nous, c'est dans l'obligation sur quelque chose qu'on ne sait pas, qui n'est pas encore créé. C'est certain que si on avait peut-être vu le dossier d'affaires, on aurait peut-être plus de détails, mais je pense qu'on est en train de créer quelque chose. C'est là qu'on demande une certaine flexibilité.
Je suis contente de savoir que la flexibilité est là parce que je pense que ça fait partie de vos demandes, d'avoir la flexibilité de s'abonner ou non, d'adhérer ou non, comme on fait présentement dans les regroupements d'achats. On a déjà vu que le CARL a déjà fait des achats qui ont été moins chers que Collecto. Alors, ça donne la flexibilité aux commissions scolaires de choisir les fournisseurs qui vont coter le plus bas possible pour sauver de l'argent parce que le surplus que vous avez dans ces regroupements-là d'achats, ça revient à l'élève, n'est-ce pas? En fait, lorsqu'on fait notre travail à l'interne, on est toujours assez le plus efficace possible, bien sûr, parce qu'au bout de la ligne, il y a toujours un élève impliqué. Vous avez raison, Mme Marcaron. Oui. Avez-vous peur, quand on parle d'une demande tellement forte sur les fournisseurs, qu'il n'y aura plus de saine compétition? On parle vraiment, ça va avoir un impact, c'est sûr, dans les régions, mais j'aimerais, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais j'aimerais savoir... 5. Votre opinion là-dessus. Est-ce qu'on a peur de créer la création des monopoles, peut-être, puis il y aura un impact négatif sur nos régions? Nous, c'est surtout, vous savez, l'idée de communauté en support à son école nous apparaît... J'allais dire, l'idée de communauté en support à son école nous apparaît essentielle. L'UNESCO dit ça, qu'il faut trouver une manière d'impliquer la communauté autour de son école publique. C'est un grand principe international. Et donc, d'avoir surtout dans un Québec qui est, je ne sais pas combien de fois à la grandeur de la France, là, d'avoir un seul endroit où on achète les affaires obligatoirement. Nous, on pense, en tout cas, que ça va avoir un effet dévastateur sur nos régions. Et un des plus grands défis, nous le croyons, un des plus grands défis de la province de Québec, c'est son occupation du territoire et son dynamisme de l'ensemble des régions autour, bien sûr, de ces services de base que sont l'école et la santé. Et donc, dans ce sens-là, on a une inquiétude, vous avez raison. L'impact sur le personnel et l'expertise du réseau? Mais ça, c'est difficile à évaluer parce que, comme mon collègue maltais le disait, si on va de 25 000 à 10 000, bien là, ça vient tripler, parfois quadrupler le nombre de suivis qu'on doit faire pour ce genre d'achat-là. Et donc là, ça va peut-être prendre plus de personnel, donc ça va alourdir la machine. On va prendre des décisions beaucoup plus loin, comme si à quelque part, on refuse là, de faire confiance aux acteurs locaux en ce moment. Quel est le montant moyen d'un achat chez vous? Là, j'ai besoin d'aide, là, parce que l'administratif, s'il vous plaît. Bien, c'est très difficile, là, parce qu'il faut comprendre que nous, les écoles, souvent, ont des budgets spécifiques pour lesquels, en principe de subsidiarité, il y a une décentralisation pour laquelle ils ont le pouvoir d'acheter. Merci Donc, beaucoup. C'est très, très variable. Merci infiniment. Je cède maintenant la parole au député de Rosemont pour Monsieur 2 le Président, minutes 40 secondes. Avant d'entamer mes 2 minutes 45, je demanderai, avec le consentement des collègues, de récupérer le temps de la troisième opposition, si la chose est acceptable. S'il y a consentement, mais sinon, d'habitude, on répartit le temps équitablement. Vous êtes le patron ici, Monsieur le Président. Non, mais je vous ai mis un commentaire, mais je dépends de mes collègues. Moi, je ne suis pas vraiment le patron, je suis le président. Aussi pour avoir la réponse à ma question. Alors, monsieur, veuillez poursuivre à 2 minutes 40. Allez-y. D'accord. Alors, merci d'être là. Mais pourquoi pas? Ben oui, ben oui. Il a consenti? Ah, ben alors, s'il y a consentement, très bien, parce que je n'avais pas entendu le consentement. Finissez. Votre ballpark, là, je vous demande pas les extrêmes, là, mais votre milieu de votre courbe de gauche, là, c'est combien vos achats? J'ai déjà dépassé. Si on prend les En achats, dollars? si on prend les achats de 25 000 là, sur les calculs qu'on a faits avec des commissions scolaires, bien, on parle d'une commission scolaire de 30 000 élèves. On parlait que la moyenne était de 150 000, des contrats de 25 000 et plus. Dans les contrats de 10 et 25 000, on n'a pas fait le calcul, mais des commandes en bas de 10 000, il y en a énormément. Et là, ça peut passer... Le volume, il est en bas, là. Mais quand on parle des contrats de service, on parle des contrats d'entretien ménager, les contrats de photocopieurs. Donc là, on parle de sommes très grandes. Des contrats de construction, c'est très grand. Dans les écoles, on parle de plus petites factures. Donc la moyenne doit être quoi dans une école de 200? Sauf que si on achète les cahiers en début d'année, on peut avoir une facture d'une école secondaire de 10 000. Donc ça dépend du matériel qui est acheté à l'intérieur de l'organisme. Question, M. le Président. Bien, merci beaucoup, M. le député Lapinière. Alors, M. le député de Rosemont, pour votre information, vous auriez donc 4 minutes une fois le temps nouvellement réparti. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, merci aux collègues aussi pour la répartition du temps. Alors, je reprends. Alors, merci d'être ici. Merci pour votre mémoire.
Je vais rapidement à la recommandation 2. Vous recommandez au ministre responsable de l'administration gouvernementale que le centre d'acquisition gouvernementale soit en tout temps responsable d'un préjudice pouvant résulter de son intervention. Là, je fais court à dessein. Pouvez-vous me donner des exemples de préjudice et quel est le poids de cette responsabilité que vous voudriez voir porter sur l'organisme en question? Bien, en fait, ce qu'on dit, c'est, si on développe une relation d'affaires, prenons-le le plus simplement possible, le plus vulgairement possible, bien, on pense que la personne qui s'occupe de nos achats devrait être imputable des achats. C'est tout ce qu'on essaie de dire. Il semble y avoir, à moins que j'ai mal compris ou que nous ayons mal compris, il semble y avoir une espèce de protection là, de ce centre de service-là par rapport à l'imputabilité des choix qui seraient faits, des économies ou de tout ce qui pourrait subvenir parce que, à quelque part, quand on fait affaire avec quelqu'un, on s'attend à un service garanti. Là. C'est un peu ce qu'on essaie de dire. Mais je repose une question. Quel est le poids? Vous avez donné l'exemple, 2 exemples, les cellulaires, 2 exemples d'appels d'offres nationaux, les cellulaires et les fameux TBI, là, dont on avait beaucoup parlé à une certaine époque. Vous souhaitez quoi comme répercussion pour le centre qui ne ferait pas la job selon vos demandes? Ou les demandes du réseau, je devrais dire. Oui. Il y a une disposition dans le projet de loi qui dit, écoutez, un organisme qui n'est pas obligé de faire affaire avec le centre peut faire affaire avec le centre. Et c'est là où cette disposition-là dit, le centre ne serait pas imputable. OK? Donc, un organisme externe, OK, qui décide de faire affaire avec le centre plutôt qu'une autre organisation, n'aurait pas cette garantie de responsabilité-là. Nous, on en a conclu que si un organisme était obligé, que le centre ne serait pas plus imputable non plus. Okay? Sauf que s'il y a un problème qui se pose, je vais vous donner un exemple, il y a une insatisfaction et qu'il y a obligation de faire affaire avec le centre, on ne voudrait pas que, par exemple, une commission scolaire soit obligée, année après année, ad vitam aeternam, de tout le temps continuer à faire affaire avec ce centre-là. Donc, ça prend une porte de sortie aussi où on veut laisser le choix à une organisation de faire affaire ou non, de lui donner l'option de faire affaire ou non avec le centre pour ne pas l'obliger tout le temps s'il y a un problème, s'il y a une cassure, il y a une rupture d'approvisionnement ou toutes sortes de problèmes qui peuvent se poser, de faire en sorte que, cette entreprise, cette commission scolaire-là soit tout le temps condamnée à faire affaire avec le centre. C'est pas une logique économique. Donc, on demande qu'il y ait quand même une certaine forme d'imputabilité par rapport à ça. C'est bon, merci. Vous avez dit, le ministre a dit tout à l'heure que vous seriez d'accord avec lui, selon l'affirmation qu'il a faite, que vous êtes pas mal en retard sur le réseau de la santé. Vous n'avez pas eu l'occasion de répondre. Êtes-vous d'accord sur le fait que vous soyez en retard sur le réseau de la santé? Oui, je ne connais pas du tout le domaine de la santé. Ce qu'on peut vous dire, c'est que lorsque le vérificateur général était passé en 2008, il nous avait dit qu'on avait besoin de travailler à nos achats européens, ce que nous avons fait. Et là, on a toute une série de mesures qu'on a mis en place. On se rencontre annuellement aussi pour partager nos bonnes pratiques. Si on fait ça. En même temps, le Cyrano nous dit que une économie efficace s'appuie aussi sur une décentralisation bien balancée. Et donc, je pense qu'on a mis on a pris acte de ce que le vérificateur général nous avait dit. On a mis des mesures en place, on a créé des groupes d'achat et puis on continue bien sûr à essayer de voir comment on peut regrouper les achats pour être à la fois en réponse à nos élèves et à nos parents et efficace sur le plan financier. Merci beaucoup. Alors voilà qui met fin à votre présentation. Mesdames et messieurs les représentants de la Fédération des commissions scolaires, merci pour votre contribution à nos travaux. Et sur ce, je suspends nos activités quelques instants. Merci.